Aujourd'hui au Ciné-Club de Rico, mes chers amis, on célèbre les années 80 avec 5 films d'action qu'on ne pouvait retrouver que dans ces années folles. Les années 80, c'était complètement débile. Il n'y avait pas de censure, on pouvait mettre de la violence comme on voulait, de la sexualité, de la peau, des gros mots. Mettez-en. Et aujourd'hui, on va voir notamment Charles Bronson affronter les gangs de rue de New York dans la grosse pomme crasseuse des années 80. On va voir également Dolph Lundgren se rebeller contre l'armée soviétique. Et oui, Ivan Drago qui se bat contre les siens. Également Carl Weathers dans ce qui est peut-être le dernier grand Blaxploitation movie, ce qui a été fait durant les années 80. Et oui, il va être question aussi d'un exterminateur qui tue la vermine avec rien de moins qu'un lance-flamme. Et on va terminer le tout en beauté avec un film de ninja tourné par la Cannon Group avec une touche féminine. Aujourd'hui au Ciné-Club de Rico, on va parler de films de messieurs, des films plein de testostérone qui font monter notre niveau d'adrénaline. Et je néglige pas non plus le public féminin parce qu'on va parler évidemment en fin d'émission d'un film de ninja avec une protagoniste. Donc vous allez voir, il y a plein de belles surprises aujourd'hui. C'est pas du cinéma intelligent, mais c'est du cinéma vachement le fun. Vous allez voir du cinéma d'action décomplexé comme on l'aimait dans les années 80. Donc, on va commencer avec la série Death Wish. C'est populaire, c'est connu. Série qui a été popularisée avec Charles Bronson dans les années 70. C'était basé sur un roman écrit par Brian Garfield, qui était un roman à l'époque qui, disons, l'histoire était un peu différente parce que le roman servait à dénoncer un peu la violence plutôt qu'à la valoriser, comme le film de Michael Winner va faire. On a changé évidemment la prémisse un peu parce que dans le livre, Paul Kersey prenait les armes pour venger la mort de sa femme, devenait un justicier. Finalement, on critiquait un peu ça, l'idée de se venger en prenant les armes. Le roman était un peu pour nous sensibiliser par rapport à ça. Michael Winner a décidé vraiment d'en faire un film d'exploitation. Au départ, on voulait pas nécessairement prendre Charles Bronson. On avait offert le rôle à Jack Lemmon. On voulait un acteur qui avait l'air d'un monsieur tout le monde, qui allait finalement devenir un justicier par la force des choses. On a proposé aussi le rôle à Steve McQueen, disons que c'était peut-être moins une bonne idée. George C. Scott, quelques acteurs, même Frank Sinatra a passé par là. Et finalement, le rôle a échu à Charles Bronson. Charles Bronson lui-même qui a dit à un moment donné, il dit, j'étais pas un bon casting pour le rôle parce que j'avais un peu comme si on avait donné le rôle à Steve McQueen. C'était déjà des acteurs qui étaient habitués de jouer des toughs au cinéma. Donc, on sait que si t'écœures Charles Bronson, si tu tues sa femme, watch out parce que il va vous passer à tabac toute la gang. Toute la gang, c'est sans exception. Donc, dans le premier film qui est sorti dans les années 70, en 74 plus exactement, donc une production de Dino De Laurentiis, distribué par le Paramount Pictures. Donc, ce film-là est sorti au cinéma et là, ça a fait tout un scandale parce que les gens trouvaient ça hyper violent. Il y a une scène de viol au début. Bronson, là-dedans, joue Paul Kersey, qui est un architecte. Sa femme se fait violenter ainsi que sa fille. Sa femme va mourir va mourir de ses blessures et sa fille, qui est violée, va se faire tuer dans un autre Death Wish parce qu'il fallait vraiment garder des histoires pour les prochains films. Donc, dans Death Wish 1, il va décider finalement de prendre les armes, de faire lui-même la job que la police n'est pas capable de faire comme il faut. Donc, il va passer tout le film à tuer tout ce qu'il y a de méchant, des agresseurs, des violeurs, ils vont tout y passer. Il y a eu une suite, évidemment, et la suite, à partir du 2, c'est la Cannon Group qui a racheté les droits de Death Wish. Les frères, pas les frères, mais en tout cas le duo Menahem Golan et Yoran Globus, qui étaient des producteurs israéliens qui étaient venus aux États-Unis, qui avaient parti de la Cannon Group. Un studio qui capitalisait sur des comédies, des gros films d'action, ont décidé d'aller chercher du star power en allant chercher Charles Bronson, en achetant les droits de Death Wish. On a fait Death Wish 2, qui est peut-être le moins bon de la série, qui se passe, je crois, à Chicago, dans laquelle
Paul Kersey, sa fille qui était pas morte dans le premier, elle se fait tuer dans le deuxième. Donc, il continue son manège et il va finir par venger tout le monde. Hein. Comme je disais, à un moment donné, Paul Kersey va venger sa femme, sa fille, son chien, son voisin, le troisième voisin d'à côté. Il venge tout le monde, sans exception. Alors, ça a été une série qui a bien fonctionné au cinéma. Et la Cannon Group dans les années 80, c'était l'éclosion des gros héros de films d'action comme Sylvester Stallone, Schwarzenegger. Plus on en faisait, mieux c'était, plus on vendait d'étiquettes d'entrée pour les films d'action. Donc, on a décidé qu'avec Death Wish, c'était plus suffisant que Charles Bronson tue 5 ou 6 protagonistes durant le film. Il fallait qu'il en tue au moins 150 pour accoter Stallone et Schwarzenegger. Donc, on a décidé de tourner Death Wish 3. Death Wish 3 que vous voyez ici en vidéocassette. Je l'ai ici aussi dans un coffret qui est sorti de 3 films, Death Wish 2, 3 et 4 qui sont sortis. Mais je trouvais ça le fun de vous montrer le visuel d'origine. Ça, c'est une vieille cassette que j'ai achetée. Pas bien cher, elle maganée un peu, mais c'est le fun de voir Charles Bronson avec son gros gun. Alors là-dedans, c'est pas bien lent. L'histoire du film, on voit Charles Bronson qui revient à New York après s'être absenté pendant plusieurs années. Il était comme persona non grata à New York après ce qu'il a fait. Dans le fond, il a fait le ménage. Pourquoi on lui refuse l'accès à la ville? Je ne le sais pas, mais dans le fond, c'est un service qu'il a rendu à la population. Hein? Donc, il revient à New York. Il va visiter un de ses amis qui est un ancien compagnon d'armes avec lequel il s'est battu durant la guerre de Corée. Et ce gars-là, ce monsieur-là, il habite dans ce qui est à peu près le pire quartier qu'il n'y a pas à New York. Tu sais, il y a tellement de méchants là, dans ce quartier-là. On a l'impression qu'ils ont vidé tous les asiles psychiatriques de New York et au moins 2 pénitenciers qui se sont ramassés, condensés dans ce petit quartier-là, qui est un espèce de quartier dévasté. Là. Ça a l'air vraiment du New York crasseux des années 80, comme on nous le montrait dans ces années-là. Et il y avait des guerres de gangs, évidemment. Donc, Charles Bronson arrive au beau milieu de cette poudrière-là, vient rendre visite à son ami qui, au même moment où Charles Bronson arrive, est en train de se faire agresser et tuer par un gang de rue. Donc, la police arrive, pense que c'est Bronson qui a fait le meurtre, il l'amène en prison. Il va se ramasser d'une cellule avec, encore là, un éventail de criminels, tous plus dangereux les uns que les autres. Évidemment que Bronson ne s'en laissera pas imposer. Bronson, étant ce qu'il est, c'est l'homme à l'harmonica. On sait qu'il est invulnérable, indestructible, pratiquement autant que Chuck Norris. Donc, il va faire le ménage dans la cellule et le chef de police qui l'a identifié, il sait c'est qui, il sait que c'est Paul Kersey, le justicier. Le chef de police est découragé parce que ces hommes ne sont pas capables de venir à bout de la criminalité, ne sont pas assez compétents pour faire la job comme il faut. Alors, il va passer un marché avec Paul Kersey. Il va lui dire, je te libère, mais retourne dans le quartier puis fais-moi le ménage. Donc, ça prend pas 2 minutes que le deal est passé. Une poignée de main. Charles Bronson retourne. Non seulement il va venger son ami, mais il va faire le grand ménage avec une mitraillette, avec des pièges qu'il va mettre un peu partout. Il va littéralement se payer un buffet à volonté de méchants qui ont l'air tout droit sortis de Mad Max. On voit des costumes qui sont... c'est complètement débile. On dirait une adaptation du jeu vidéo Grand Theft Auto avec Charles Bronson, littéralement. Tellement, il y a des méchants à toutes les 2 secondes. On peut pas traverser un coin de rue sans se faire agresser, violer ou martyriser par quelqu'un déguisé un peu comme je vous dis, les méchants ont l'air tout droit sortis d'un film de Mad Max. C'est le fun. C'est complètement débile, mais on s'amuse.
c'est agréable à regarder. Il y a à peu près une fusillade à peu près aux 2 minutes. Il y a à peu près 150 morts dans le film, tous attribuables à Charles Bronson lui-même, qui fait vraiment le ménage. Donc, c'est un film de vengeance, c'est un gros film d'action bourrin des années 80. On voit de tout là-dedans. On voit de la peau, de la violence, des viols, des meurtres. On voit surtout Charles Bronson en pleine possession de ses moyens, qui a pas son pareil avec une mitraillette. Hein? Il fait littéralement, il nettoie les rues de la ville. Et c'est beau, on a droit à une fin où le chef de police, finalement, vient lui porter main forte et ils vont, comme dans un western, terminer tout ça en beauté en liquidant à peu près tout ce qui bouge dans ces rues minables de New York des années 80. Donc, Death Wish 3, ça n'avait pas été nécessairement un gros hit en salle, mais c'est devenu un méga hit en club vidéo. Moi, je me rappelle que je le louais une fois par semaine, Death Wish 3. J'étais un gros fan du film. D'ailleurs, il y a eu un culte qui s'est développé. Il y a même eu un jeu vidéo dans lequel on pouvait incarner Paul Kersey et liquider la vermine à coups de mitraillette et tout ce que vous voulez. Donc, ça a été un phénomène, Death Wish 3. Moi, je trouve que c'est un de mes préférés de la série. C'est complètement déjanté, c'est pas un bon film, mais c'est un film qui est vachement le fun. Fucking animal! Hey, move! Do it, guys! I blow your fucking head off! Get your girlfriends out of here! Get out of here! You're making a mistake, man! You're making a mistake, motherfucker! Get that fuck out of here! Come on! Move! You hear me? Get out! Yo, what are you doing over there? Move! Get over here! Get out of here! Maintenant, on va parler du film The Exterminator, Le droit de tuer, réalisé en 1980 par un réalisateur qui s'appelle James Glickenhaus. On voit ici une pochette qui était mémorable, hein, qu'on a tous reconnu du temps où on regardait les pochettes au club vidéo. C'était attirant quand même. Hein. On voit un gars avec un casque de moto et un lance-flamme. Une scène qu'on ne retrouvera même pas dans le film. Hein. Il y a à peu près pas. Il y a une petite scène où on le voit avec un lance-flamme dans le film et il tue même pas le protagoniste en question avec le lance-flamme. I don't know what the fuck you're talking about. No? No. Il va tuer de bien des façons, mais ça, c'est une image vraiment qu'on a utilisée pour vendre le film, mais on ne retrouve pas vraiment ça dans le film. Mais ça peut quand même assez bien représenter le film. C'est encore une histoire d'un vétéran de la guerre qui s'appelle John Eastland. Hein, ils s'appellent tous John quasiment, les anciens du Vietnam. John Rambo, John Matrix, John Eastland. Donc, Monsieur Eastland ici, qui est joué par l'acteur Robert Ginty, qui est un acteur qu'on voyait dans des rôles secondaires avant. Il avait joué dans Coming Home, encore là, le rôle d'un vétéran de la guerre, d'un ancien de la guerre. Et là, il joue, le film commence, une grosse scène de guerre au Vietnam. On voit le personnage principal avec ses amis. Il y a notamment le comédien afro-américain Steve James, qu'on va retrouver plus tard dans la série de films American Ninja, qui apparaissait pour la première fois là-dedans. Il va devenir une grosse vedette aussi. Il devait avoir un rôle un peu plus secondaire, mais finalement, le réalisateur l'a bien aimé, donc il a décidé d'en faire le meilleur ami du personnage principal. Donc, on voit une grosse scène de guerre au début qui a été tournée apparemment en post-production. On l'a rajouté après pour donner un petit peu de jus au film. Et on va voir une scène qui va nous rester dans la tête. Peut-être la meilleure scène du film qu'on va voir tout de suite au début. On voit alors les comparses, les 3 comparses, le personnage principal et 2 de ses amis vont se faire capturer par les Viet Cong, se font interroger de façon assez musclée et il y en a un des 3 qui va finir décapité. Et on a créé une scène de décapitation qui est absolument sensationnelle. On avait entre autres engagé Stan Winston et on avait payé 25 000 $ pour créer un animatronique parce que tout se fait dans le même plan. On voit la machette qui arrive, la tête qui coupe et on voit vraiment le personnage qui réagit aïe aïe. En tout cas, c'est vraiment une scène qui va nous marquer et tout de suite au début du film. Apparemment qu'elle a été tournée, évidemment, comme je vous dis, en post-production. Après ça, on se retrouve à New York dans les années 80 et là,
Le film est sorti en 80, donc on est, j'imagine, fin 70, début 80. Et là, on est vraiment dans un New York, le New York crasseux un peu dont je vous parlais avec Death Wish. Et ce personnage-là, ancien vétéran de la guerre, bon, il travaille avec son meilleur ami pour une entreprise de livraison. Au début, on le voit en train de rentrer des choses dans un entrepôt. Et là, il va s'apercevoir que la mafia intimide son patron et il va voir son meilleur ami se faire passer à tabac et tué par des malfrats. Donc, il va faire un peu comme Charles Bronson. Il va décider de prendre les armes et de faire le ménage de la ville. C'est encore un autre pseudo-remake de Death Wish, mais on a décidé de pousser le curseur de la violence un peu plus haut cette fois-ci parce que notre exterminateur va utiliser toutes sortes de moyens cruels pour venir à bout de ses victimes. Donc, il va utiliser notamment, il y a une scène célèbre où il va utiliser littéralement un gros hachoir à viande pour envoyer le méchant dans la hachoir à viande. Il va utiliser de toutes sortes de techniques assez cruelles pour tuer les méchants dans le film, à notre grand bonheur, parce que c'est du cinéma d'exploitation et c'est ce qu'on veut retrouver dans ce genre de film-là. Robert Ginty, c'était pas un acteur à la base, c'était plutôt un musicien qui, par la force des choses, s'est retrouvé à faire du cinéma. Il réussissait pas tellement dans le cinéma et ce film-là, ça a contribué à y donner comme un deuxième souffle. Il va devenir un acteur qui va être reconnu pour du cinéma série B un peu. Ça ne deviendra jamais une grosse vedette, là. Il va faire beaucoup de nanars dans les années 80, certains de ceux-là, dont je vais sûrement vous parler éventuellement. Mais ce film-là, vous voyez deux éditions ici de The Exterminator qui sont sorties. Ça, c'est l'édition Synapse qui est sortie en 2013, je pense. Et l'autre, c'est une édition européenne avec la version française, Le droit de tuer, qui est sortie chez l'éditeur Carlotta. Donc, ce film-là est devenu un énorme succès en salle, en club vidéo. Les gens, évidemment, dans les années 80, aimaient ça, voir de la violence à l'écran. Et ce film-là est pas trop chiche en violence. On nous en donne quand même pas mal. Robert Ginty n'a pas plus de charisme qu'il faut, mais on s'en fout. Hein? C'est la vibe du film, ça a un côté vraiment grindhouse, le style de film un peu grinçant qu'on aimait regarder dans les années 80. Donc, moi, j'aime bien The Exterminator de James Glickenhaus. Comme le film avait assez bien fonctionné au cinéma et en vidéocassette, la Cannon Group, encore une fois, a décidé, quelques années après, en 1985, de sortir Exterminator 2 avec toujours Robert Ginty. Ça se passe à New York, même si ça a été tourné principalement à Los Angeles. C'est le réalisateur du deuxième, c'est pas James Glickenhaus, c'est le producteur Mark Buntsman qui avait produit le premier film. Et là, il s'est improvisé réalisateur. Apparemment que les gens de la Cannon Group n'étaient pas tellement contents de son premier montage. Il a dû retourner plusieurs séquences. Ils ont dû engager un autre réalisateur pour retourner des scènes à Los Angeles. Ça a donné un film qui est quand même le fun. On le voit ici, encore une fois, on vend le film avec un lance-flamme et le lance-flamme est davantage à l'avant-plan dans le deuxième film. Probablement qu'il y a des gens qui se sont plaints. Hein, ils ont dit pourquoi il y avait un lance-flamme sur la pochette du premier alors qu'il l'utilise pratiquement pas dans le premier film. Eh bien là, ça devient son arme de prédilection dans le deuxième film. Et c'est des scènes, pour la plupart, qui n'ont pas été tournées avec Robert Ginty. Quand il y a son masque, on a pris une doublure. Hein? C'était pas nécessaire d'avoir Robert Ginty. Donc, dans le deuxième, c'est intéressant, encore une histoire de vengeance. Il va se faire une copine, elle va se faire agresser, il va décider évidemment de devenir un justicier. C'est toujours un peu simple, ces histoires-là. Ce qui est le fun, c'est de voir de quelle manière les méchants vont se faire massacrer tout le long du film. Ça, c'est une édition qui est sortie en Europe. Il y a Mario Van Peebles qui joue le méchant là-dedans, un méchant assez coloré, qui est assez drôle là-dedans. C'est bizarre un peu de voir Mario Van Peebles là-dedans. Ça, c'est une super belle édition qui est sortie d'un éditeur qui s'appelle MDC Film, qui est sorti il y a quelques, je crois, 2-3 ans. Et vous voyez, le film a été restauré. On a un très beau transfert en Blu-ray de ce film-là. Et la particularité de cette édition-là, c'est qu'on nous propose le film en VHS version. Et il y a évidemment des bonus qui ont été... il y a Christophe Lemaire qui fait
un petit exposé d'à peu près 1 heure sur cette série de films-là. Donc, c'est super intéressant. Exterminator 2 que je vous recommande dans cette belle édition. Et le premier, évidemment. C'est des films complètement crackpot, mais c'est typique des années 80, des affaires qu'on aimait beaucoup voir et qu'on était capable de consommer à la dizaine, voire à la centaine. On va parler maintenant du film Action Jackson qui met en vedette Carl Weathers qui venait d'avoir un gros succès avec le film Predator dans lequel il jouait avec Arnold Schwarzenegger. Et Joel Silver, le producteur, a décidé d'en faire sa star principale pour ce film-là qui est un Blaxploitation movies, un peu comme on les trouvait dans les années 70. Ça a été un échec au box-office, ce film-là, et c'est malheureux parce que c'était un maudit bon film d'action. J'ai toujours pensé que c'était dommage que Carl Weathers n'ait pas réussi à trouver sa place comme acteur d'action dans des gros films. Je trouve qu'il y avait l'aura pour devenir une star de films d'action et malheureusement, il est toujours resté un peu comme un second couteau. Ça a été pour lui son occasion vraiment de briller à l'écran et je trouve qu'il l'a fait de belle façon dans ce film-là. Et pour toutes sortes de raisons, j'imagine à cause de la concurrence, à cause du nombre de films d'action qui sortaient dans ces années-là, c'était un peu plus dur de faire sa marque. Donc Action Jackson est passé un peu sous les radars, mais c'est un film qu'il faut redécouvrir. Alors Carl Weathers, malheureusement, qui est décédé, je crois, l'année dernière, c'est bon d'y revenir et de revisiter un peu sa carrière, notamment ce film-là, qui était réalisé par Craig Air Baxley, qui va faire plein de petits films le fun, dont Stone Cold. Il va faire également Dark Angel avec Dolph Lundgren. C'est un ancien cascadeur qui est devenu coordonnateur de cascade pour des films comme Predator, pour la série The A-Team, Agence Touriste. Il va faire plusieurs gros films comme coordonnateur de cascade. Il va réaliser aussi des bons films au cinéma, dont celui-là, Action Jackson. Ça se passe à Détroit. Là-dedans, Carl Weathers joue le rôle de Jericho Jackson et son surnom, c'est Action. Donc, on devine que c'est parce que c'est un héros qui n'a pas froid aux yeux, qui n'hésite pas à aller dans la mêlée en plein cœur de l'action pour régler les affaires de façon très musclée. On le voit juste par un regard, il peut littéralement vous jeter par terre. On le voit, il y a un personnage au début qui a tellement peur de lui qu'à chaque fois qu'il le voit, il s'évanouit littéralement. Donc, notre cher Jericho Jackson va enquêter sur une série de morts, de meurtres de politiciens importants, donc des dirigeants politiques qui se font assassiner les uns après les autres. Ça va finir par remonter à un dirigeant, un magnat de l'automobile de Détroit, qui est joué par Craig T. Nelson, qu'on a vu dans Poltergeist, qui s'éclate là-dedans dans le rôle d'un méchant. On voit qu'il y a du fun. Littéralement, il fait des arts martiaux là-dedans. Il botte des culs là-dedans, Craig T. Nelson. Et on voit notamment des personnalités qui vont devenir très connues, dont Sharon Stone, qu'on voit complètement dénudée dans le film, qui fait la femme de Craig T. Nelson. Et on voit la très belle Vanity qu'on avait vue aussi dans le film The Last Dragon. Donc, c'est un film d'action qui nous propose des scènes spectaculaires, mais c'est over the top du début à la fin. De la scène d'ouverture où on voit une séquence d'assassinat dans un building. Il n'y a rien de bien subtil dans ce film-là. Craig Air Baxley n'est pas un réalisateur qui est réputé pour la subtilité. On l'a vu dans Stone Cold, dans Dark Angel. Mais c'est tous des films hyper le fun, hyper musclés, super entraînants. Les séquences d'action sont le fun. Évidemment, ça a la couleur, évidemment, de la personnalité de Carl Weathers, qui est plus grande que nature. Il est drôle, il est capable d'être charismatique, drôle, entraînant. On l'a vu dans des rôles comme Apollo Creed, dans Predator. Donc, c'est un acteur qui a beaucoup de charisme et il amène tout son charisme et encore plus dans ce film-là, avec des séquences époustouflantes d'action.
avec de la comédie. Il y a également Thomas Wilson qui jouait le rôle de Biff Tannen, qui fait un rôle de policier là-dedans, joue un rôle comique. C'est un mélange un peu de comédie et de film d'action, mais ça fonctionne super bien et ça a le petit côté blaxploitation qu'on aimait bien dans les vieux films de Jack Hill des années 70. Là. Action Jackson, là, c'est vraiment un film à redécouvrir avec un Carl Weathers qui était en très grande forme et qui malheureusement est passé à côté de devenir une méga star de films d'action. Ça aurait été le fun d'avoir peut-être d'autres Action Jackson. J'aurais aimé ça, voir peut-être une série de films avec ce personnage-là. Et j'aurais aimé voir évidemment Carl Weathers dans d'autres premiers rôles de cinéma d'action, de films d'action. Je trouve qu'il méritait un meilleur sort finalement que ce qu'il a eu dans sa carrière. C'est à cause de l'échec de ce film-là que ça nuit évidemment à l'évolution un peu de sa carrière au cinéma. Il va être cantonné principalement dans des seconds rôles et c'est dommage. Mais aujourd'hui, il faut absolument redécouvrir Action Jackson. Squeeze that trigger once more, senor, and we kill him. J'avais été immensément impressionné en 85 quand j'étais allé au cinéma voir Rocky IV, évidemment par le physique impressionnant de Dolph Lundgren qui jouait le rôle de Ivan Drago. Il est immédiatement devenu une star. Lui qui était pas nécessairement destiné à ça, hein, parce que c'est un gars qui a étudié, qui est devenu ingénieur en chimie. Hein. Il a fait des hautes études, il est même allé au MIT. Il est devenu comme champion de karaté. Il s'est intéressé aux arts martiaux. Il est devenu champion de karaté en Europe et il est devenu par la force des choses garde du corps. Et à un moment donné, Grace Jones est allé en Europe et il a été engagé pour être son garde du corps et finalement, ça a fini dans le lait cette histoire-là. Hein. Ils ont fini par sortir ensemble. Il a suivi Grace Jones aux États-Unis et il s'est intéressé au métier d'acteur parce qu'elle, évidemment, elle traînait sur les plateaux de tournage. Elle a été la méchante dans Dangereusement Vôtre avec Roger Moore, le dernier James Bond de Roger Moore. Et on avait besoin de quelqu'un à la dernière minute pour remplacer un bad guy. Et finalement, Dolph Lundgren a été la personne désignée pour le faire. Il était sur le plateau de tournage et il y avait, il faut le dire, le look de l'emploi. Et par la suite des choses, il est devenu acteur. On connaît l'histoire. Sylvester Stallone avait besoin d'un gros russe pour Rocky IV et il n'y avait pas mieux que lui pour jouer Ivan Drago. Il est devenu immédiatement une star. Il est parti de inconnu à mégastar. Et après ça, les producteurs voulaient l'avoir dans leur film. Il a joué dans Les Maîtres de l'Univers. Il a joué Musclor. Et il a joué là-dedans, dans Red Scorpion, qui était un gros film, qui était fait un peu dans le même moule que les Missing in Action, Rambo, Commando. C'était un gros film d'action dans lequel il joue un Russe, encore une fois. Hein, il joue un commando Spetsnaz qui est envoyé en mission secrète dans un pays africain par ses supérieurs soviétiques pour infiltrer une armée rebelle. Puis il doit, en bout de ligne, essayer d'assassiner leur chef. Évidemment que Dolph Lundgren là-dedans est très impressionnant. Il a l'air indestructible. Il a l'air vraiment encore quasiment plus colosse que dans Rocky IV. Au début, il va créer tout il va aller se battre dans un bar pour se faire incarcérer là où il y a un personnage qui est relié à cette armée rebelle-là. Il va devenir ami avec lui, il va gagner sa confiance pour éventuellement se rapprocher de sa cible et d'essayer de tuer cette cible-là qui est le chef un peu de cette armée de rebelles. Il va manquer son coup, mais il constate quand même que l'armée soviétique fait des choses un peu tout croche, hein, qui sont cruelles. Il s'attaque à des gens qui n'ont rien fait, qui sont démunis. Donc, il va se prendre quand même de pitié pour ces gens-là et il va être finalement recapturé par les siens. Comme il a échoué sa mission, on va le torturer, on va le menacer de le tuer. Finalement, il va se sauver de là. Il va réussir à s'évader. Il va être dans le désert, un peu perdu. Il va être pris en charge par un bushman, disons un bushman indigène qui va le ramasser, qui va le soigner, qui va soigner ses blessures. Il va devenir un peu comme son fils adoptif. Ils vont faire équipe ensemble. Et finalement,
à la fin du film, il va retrouver les gens qu'il devait assassiner et il va décider de combattre à leur côté contre l'armée soviétique. Donc, c'est-tu pas beau? Hein? C'est-tu pas beau, cette histoire-là? Mais le film est ponctué de séquences d'action spectaculaires. Il y a une grosse poursuite en camion au début du film qui est super spectaculaire. Ça peut quasiment faire penser à Mad Max, là. On voit des motos, des camions, ça tire de tout partout. Dolph Lundgren est impressionnant dans le rôle, même s'il ne dit pas beaucoup de dialogue. Il y a quand même c'est quand même une force de la nature, Dolph Lundgren. Hein. Il y a une présence. Il commande beaucoup de respect, ne serait-ce que par sa présence à l'écran. Donc, Red Scorpion. Red Dragon, c'est un autre film. Red Scorpion, c'est un film réalisé par Joseph Zito, qui est un réalisateur qui est quand même assez bon, qui a fait des bons petits films dans les années 80. Il a fait notamment Missing in Action avec Chuck Norris. Il a fait le meilleur Friday the 13th de la série, qui est le 4e, The Final Chapter. Il va faire un autre très bon slasher qui s'appelle The Prowler. Et Red Scorpion, ça n'a pas contribué à faire de Dolph Lundgren un acteur à l'égal de Stallone et Schwarzenegger. Malheureusement, on a essayé, on a fait ce qu'on pouvait, mais il n'est pas devenu jamais à l'égal de ces acteurs-là. Il va devenir plutôt un acteur de série B, un peu comme Carl Weathers. Il va naviguer dans différentes productions comme ça. Il va faire quelques très bons films quand même. Il faut souligner notamment Dark Angel, Showdown in Little Tokyo, dans lequel il fait équipe avec Brandon Lee, qui était super le fun. Il va tourner également Universal Soldier, qui était quand même bon avec Jean-Claude Van Damme. Et après ça, sa carrière, ça va être du direct to DVD. Il va faire beaucoup de films qui vont sortir directement en médium physique. Quand même, on l'a retrouvé quelques fois dans des films intéressants comme The Expendables. Donc, il va quand même bien gagner sa vie au cinéma, mais il ne sera jamais devenu une grosse vedette comme Sylvester Stallone et Schwarzenegger. Il reste que Red Scorpion, c'est un film d'action avec... ça pète de partout là-dedans. C'est le fun. Il y a beaucoup de grosses séquences d'action. On retrouve beaucoup d'acteurs aussi qu'on aimait de ces années-là, comme Brian James qui fait un méchant là-dedans. Il y a un beau casting, le film est le fun, ça se regarde bien, c'est bien réalisé, des bonnes scènes d'action. Donc Red Scorpion avec Dolph Lundgren, c'est complètement cinglé et c'est tout à fait dans l'optique du genre de film qu'on regarde aujourd'hui au Ciné-Club de Rico. Je terminerai aujourd'hui ce festival de grand cinéma avec Ninja 3, la domination qu'on voit ici avec la succulente et très belle Lucinda Dinky, qui est une actrice qu'on avait découvert juste avant dans le film Breakin'. C'était un des premiers films de breakdancing aux États-Unis. Elle avait été engagée un contrat de 5 films par la Cannon Group et finalement, elle va n'en faire que 3 dans ce contrat-là. Elle n'aura pas une grosse carrière au cinéma, Lucinda Dinky. Et c'est dommage parce que moi, je suis un gros fan. Ça me suffit de voir les 3 ou 4 films qu'elle a fait pour devenir un fan de cette actrice-là, qui était super belle et qui nous donnait, entre autres, envie de boire du V8. Alors, ça, c'est un film, encore une fois, produit par la Cannon Group. C'était populaire, les films de ninja dans les années 80. Moi, je me rappelle que j'étais un gros fan de films de ninja. Je m'intéressais aux arts martiaux. Et les ninjas, je trouvais ça cool, les habits de ninja avec toutes leurs armes, les étoiles. On se taillait des étoiles dans des poubelles en aluminium. On se faisait des épées de ninja. On jouait à ça dans le cours d'école. Et moi, j'étais un fan des films de Sho Kazuki, qui est un acteur asiatique, qui est devenu très populaire dans ces films-là. Il a fait Revenge of the Ninja, Enter the Ninja avec Franco Nero. Donc, ça faisait partie de ces films-là d'une genre de trilogie que la Cannon Group a fait, dont celui-là qui est le 3e de la série. On retrouve également Sho Kazuki là-dedans. Ça commence le film avec un ninja qui va exterminer plein de gens sur un terrain de golf. On devine qu'il y a un politicien là-dedans qui doit être éliminé. Donc, il y a une grosse séquence d'action au début. Un ninja qui arrive, qui est à peu près invulnérable. Les policiers qui tirent dessus. Il n'y a rien pour l'arrêter. C'est l'ultime guerrier, le ninja. Donc, il va exterminer à peu près au moins 10-12 personnes au début du film.
On réussit finalement à en venir à bout à force de tirer dessus à coups de 12, à coups de 45 finalement. En tout cas, je le trouve quand même assez solide. Et les ninjas, on va le découvrir dans le film, ont une arme qui peut être transférable à une autre personne. Donc, il y a une jeune monteuse de ligne qui est également une prof d'aérobie là-dedans, parce que c'était très populaire l'aérobie dans les années 80. Donc, Lucinda Dinky qui est montée sur son poteau en train de réparer des lignes hydroélectriques. Et finalement, elle va arriver face à face avec le ninja qui est mourant et qui va lui transférer son arme. Le reste du film, vous devinez, c'est quoi? C'est un film de possession un peu. Donc, on mélange film d'action, film de possession. Le ninja va posséder son arme. Elle va évidemment hériter des talents de guerrier de ce ninja-là. Donc, elle va devenir elle-même une guerrière par la force des choses. Elle devient littéralement possédée. Elle ne se rappelle pas qu'elle a tué des gens parce que tout le long du film, elle va pourchasser tous les policiers, les gens qui ont assassiné le ninja au début du film. Donc, c'est le ninja qui veut se venger à travers le corps de cette femme-là. Il y a une histoire d'amour aussi, un peu cucu au travers de ça. Il y a un des policiers qui va tomber en amour de cette fille-là. D'ailleurs, nous aussi, on tombe en amour avec elle, qui est très, très jolie. Elle botte des culs là-dedans, hein, c'est le fun. On a vraiment le look des années 80 là-dedans. Hein. C'est une prof d'aérobie. L'aérobie, c'était populaire dans les années 80. Dans la musique du film, on retrouve vraiment cette sonorité-là des années 80. Le style néon un peu, années 80, qui était très populaire. Évidemment, les bad guys, hein, très caricaturaux. On voit même une scène au début du film où on va passer à tabac une gang de gros écervelés qui sont en train de harceler une femme. Elle va intervenir, elle va leur botter le cul toute la gang et on est bien content dans le fond. Le film nous propose un mélange savant entre film de ninja, séquences d'action hautement relevées et du cinéma fantastique. Évidemment, il y a des scènes de possession, il y a un peu d'horreur au travers de tout ça. C'est fantastique, c'est bien fait. C'est réalisé par Sam Firstenberg, qui est un réalisateur qui avait fait son pain et son beurre avec la Cannon Group dans des productions de ce genre-là. Il va notamment faire des films avec Michael Dudikoff, la série des films American Ninja, c'est lui qui a tourné ça. Le cinéma de ninja, il connaissait ça, Sam Firstenberg. Et malheureusement, Lucinda Dinky, je ne sais pas pour quelle raison, n'a pas réussi à percer et pas devenue une méga star. Et moi, pour moi, c'est une injustice. Elle aurait dû devenir une méga star, cette fille-là. Elle a joué dans Breakin' 2 Electric Boogaloo et Ninja 3 La Domination. Après ça, elle s'est faite très rarissime à l'écran. Elle a joué en 88 dans un slasher qui est quand même le fun, qui s'appelait Cheerleader Camp. Donc, c'est un film qui a été édité seulement en DVD. Il n'y a pas eu d'édition Blu-ray ni 4K. Donc, à suivre. Mais Ninja 3, La Domination, là, il y a plein de bonnes séquences d'action. On retrouve Sho Kazuki là-dedans qui a une patch sur un œil, qui doit se venger du ninja du début qui est mort. Donc, il va y avoir un combat à finir entre les deux à la fin. Évidemment, en tout cas, il y a des éléments surnaturels là-dedans. C'est le fun et Lucinda Dinky, c'est la cerise sur le Sunday. Un vrai de vrai film des années 80, mais avec une protagoniste au lieu d'un protagoniste, et c'est le fun. Donc, elle fait équipe là-dedans avec évidemment Sho Kazuki. Quelle bonne équipe, un super film, un des meilleurs de la Cannon Group, à redécouvrir. Ninja 3, La Domination, c'est vraiment top. J'espère que vous avez eu du plaisir aujourd'hui à redécouvrir ces vieux films des années 80 en ma compagnie. Et s'il y en a là-dedans que vous n'avez pas vu, n'hésitez pas une seconde. Vous allez avoir énormément de plaisir à les découvrir. Et évidemment, ceux qui les ont vus, retournez-y hein, et vous allez avoir du plaisir, je vous le garantis. C'est des films le fun et on se replonge vraiment dans nos souvenirs d'enfance quand on écoute ces œuvres-là. Donc, merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là. Mettez-moi un petit pouce si vous avez apprécié la vidéo et abonnez-vous au Ciné Club de Rico si ce n'est pas déjà fait. Et moi, pour ma part, je vous dis à la prochaine et bon cinéma, mes chers amis.